Le 10 décembre 1923 naissait à Madrid Jorge Semprún. Cette année, nous célébrons donc le centenaire de la naissance de cet intellectuel important du XXe siècle. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous l'entretien que je viens d'enregistrer avec Laurent Bonsan. Laurent Bonsan est le président de l'association des amis de Jorge Semprún et comme vous le verrez dans cette vidéo, il a eu l'aimabilité de partager plein de choses sur cet intellectuel, sur cet auteur important qu'il connaît très bien évidemment. Il m'a parlé de sa vie, de son œuvre, de son engagement politique, de son rapport à l'écriture, de son rapport à la langue et aux langues plus exactement, puisqu'il a écrit la plus grande partie de son œuvre en français, mais il a écrit aussi en espagnol, qui était sa langue maternelle, de mémoire et de transmission de la mémoire. Bref, je suis vraiment contente de partager avec vous cet entretien dans lequel Laurent nous parle avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion de cet auteur, de cet intellectuel dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bonjour Laurent, bienvenue. Merci Bonjour vraiment Manuela. d'être là. On va parler avec toi aujourd'hui de Jorge Semprún, dont on célèbre cette année, en 2023, le centenaire de la naissance. Tu es le président de l'association des amis de Jorge Semprún, donc évidemment tu es l'invité idéal pour évoquer la figure de cet intellectuel, de cet auteur important du XXe siècle, un témoin important de l'histoire du XXe siècle et du début du XXIe, bien sûr. Donc voilà, pour commencer, je voudrais te poser une question vraiment sur la vie de cet auteur et en particulier, évidemment, sur les moments et sur les expériences essentielles, sur les expériences qui l'ont formé et qui l'ont marqué en tant qu'intellectuel et en tant qu'auteur, justement. Je vais tout simplement citer le titre de la première partie d'Aide de Vive Clarté, qui est l'un de ses ouvrages de référence. Et le titre est le suivant: J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Je crois qu'on a en grande partie la personnalité puis le parcours de Jorge Semprún. Né le 10 décembre 1923 à Madrid, issu d'une famille de la haute bourgeoisie madrilène. Son grand-père a été notamment président du gouvernement espagnol, c'était libéral, son père catholique pratiquant, républicain espagnol, donc il a baigné dans cette vie madrilène en voyant notamment Garcia Lorca, jusqu'à en 1936, lorsqu'il y a eu le début du coup d'État de Franco, et où avec son père, ses frères et sœurs, ils ont quitté l'Espagne. Alors, on ne peut pas dire que Semprún a été, je dirais, concerné par la retirada. Il est parti vraiment dès 1936 et son père a été représentant de la République espagnole à La Haye, donc il a d'abord été à La Haye. Puis après, en 1939, quand on peut dire la guerre a été finie, pour faire référence à un film, au premier film auquel Semprún a contribué, qui est celui de La guerre est finie d'Alain Resnais, il est allé à Paris, où il a été élève au lycée Henri IV, en 1939. Donc, il est sorti notamment, il a eu le deuxième prix de concours de philosophie, concours général de philosophie. Et arrive 1940, il fait partie de ces étudiants qui ont manifesté le 11 novembre 1940, alors que à la fois les nazis et puis la dictature de Pétain avaient interdit les manifestations. Donc, ça a été quelqu'un qui a été engagé dans la résistance au niveau de ce qu'on appelait la MOI, engagé au niveau de la région de Bourgogne, principalement autour d'Auxerre. Il a été arrêté par la Gestapo à Joigny, envoyé donc à la prison d'Auxerre, où il a été torturé. C'est quelque chose qui a été un traumatisme énorme, et il en parle vraiment que dans son dernier ouvrage posthume, Exercice de survie, donc torturé. Il a été après au camp de Compiègne, et il a fait le grand voyage à Buchenwald en janvier 1944. Il est resté déporté à Buchenwald jusqu'à la libération du camp en avril 1945. À son retour du camp, comme beaucoup d'Espagnols, c'est vrai que quand on parle de la déportation des Espagnols, on pense plus à Mauthausen en particulier,
eh bien, il ne pouvait pas rentrer en Espagne puisqu'il y avait la dictature de Franco. Il est rentré en France, à l'hôtel Lutetia, où, eh bien, d'une part, il a travaillé pendant 2 3 ans comme traducteur à l'UNESCO, et puis il s'est engagé dans le Parti communiste espagnol clandestin contre Franco, où il a eu des hautes responsabilités pendant les années 50, jusqu'à son exclusion du PCE par la Pasionaria au milieu des années 1960. Et en fin de compte, cette exclusion coïncide au début de l'écriture de son premier roman, qui est Le Grand Voyage, qu'il a écrit en français à Madrid, mais en français. Après, eh bien, son parcours est celui à la fois de l'écrivain, celui de scénariste, celui du témoin. Et petit à petit, donc, il s'est éloigné du Parti communiste, tout en assumant le fait qu'il avait été stalinien, notamment dans l'un de ses ouvrages qu'il a écrit en espagnol, qui est l'autobiographie de Federico Sanchez. Il a été ensuite appelé par Felipe González pour être ministre de la Culture de 1988 à 1991. Donc pour González, c'est un ami de Semprún, et c'était aussi l'occasion que Federico Sanchez, qui était l'un des noms que Semprún avait dans la clandestinité contre le franquisme, contre Franco, eh bien, Federico Sanchez est rentré au gouvernement. Il a il a démissionné du gouvernement en 1991, et puis après, il est rentré à l'Académie Goncourt en 1996, après avoir été refusé à l'Académie française. Il y a eu un article au Vitriol de Bernard Pivot qui parlait de ces vieux cons de l'Académie française. Faut savoir que parmi ceux qui soutenaient Semprún, il y avait notamment Jean d'Ormesson, qui aurait bien aimé que Semprún soit membre de l'Académie française, mais c'est au bénéfice de l'Académie Goncourt. Il a succédé à Hervé Bazin, qui venait de décéder quelques mois auparavant. En fin de compte, la figure de Semprún est une figure à la fois attachée à l'Espagne, à la France, bien évidemment, puisque c'est ici où il est enterré. Il est décédé le 7 juin 2011 à Paris, et enterré dans un petit village qui s'appelle Garentreville, qui se situe dans le Gâtinais, en Seine-et-Marne, à mi-distance entre Pithiviers, un lieu important au niveau de la mémoire, et Nemours, pour un peu situer les choses. Pourquoi Garentreville? Eh bien, il avait une maison de campagne. C'est dans ce cimetière qu'est enterrée sa seconde épouse, Colette Leloup. Et il a eu l'occasion, je parlais tout à l'heure d'Adovive Clarté, d'écrire qu'il aurait aimé être enterré à Biriatou, mais néanmoins, pour un certain nombre de raisons, eh bien, il acceptait tout à fait que ce ne soit pas Biriatou, dans le drapeau de la République espagnole. Donc, il a été enterré à Garentreville, dans le drapeau de la République espagnole. Mais néanmoins, et je terminerai quand même par une note de mémoire et positive, eh bien, lorsque nous avons fait l'hommage à Semprún en 2013, eh bien, le maire de Biriatou de l'époque, Michel Hériard, est venu avec une urne contenant de la terre basque de Biriatou, qu'il a posée sur la tombe de Semprún à Garentreville. Donc, on peut dire de façon symbolique, et grâce à Michel Hériard, eh bien, il y a de la terre de Biriatou auprès de Semprún. Mhm. Écoute, bon, on a un portrait assez complet, hein. Tu nous as vraiment parlé des éléments comme ça fondamentaux, qui font comprendre clairement que voilà, c'est une figure complexe. Je veux dire, il y a l'activité d'écriture, mais il n'y a pas que ça. Au contraire, il y a un engagement politique plus ou moins actif. Il y a un passé lourd et douloureux, comme tu le disais, par rapport à la déportation. Il y a aussi des origines familiales qui l'ont marqué clairement dans sa formation et dans son intérêt précoce aussi pour la littérature et du coup pour l'écriture, j'ai envie de dire. Donc, voilà, il y a plein d'éléments. Je voudrais bien donc une vision générale de l'œuvre de Semprún, que tu nous donnes un peu voilà, les éléments fondamentaux de sa production littéraire, encore une fois, qui a été marquée par une vocation précoce et qui a été un désir dès l'adolescence pour lui, hein, celui d'écrire. Si je ne me trompe pas, tu vas me dire, mais j'ai entendu des interviews voilà, où il disait que clairement, dès l'adolescence, il savait qu'il voulait être écrivain. Et puis en fait,
Voilà, vu comment sa vie s'est développée, il y a en plus cette double dimension, l'écriture en 2 langues, non, en français, et en espagnol. Enfin, tout ça est intéressant, je crois. Alors, sauf erreur de ma part, je crois que c'est aussi dans la de Vue Clarté, heu, Sam Proun, raconte que sa mère, qui est décédée, dans les années 30, hein, jeune, eh bien, lui avait dit qu'il serait soit président de la République, soit écrivain. Mmh Il n'a mh. jamais été président de la République, il a été, ministre de la Culture, mais il a été écrivain et c'est vrai qu'il y a toujours eu cette passion de l'écriture. Au retour de Buchenwald, au retour de la déportation, il a essayé, il était en Suisse, il a essayé d'écrire, son témoignage. Il n'a pas pu. Il a préféré, vivre plutôt qu'écrire, hein, constatant après, hein, quand on voit par exemple, le destin de Primo Levi ou de Paul Celan, ce sont des personnes qui ont écrit au retour de leur déportation et je pense en particulier à Si c'est un homme, de Primo Levi, eh bien ce sont des personnes qui se sont suicidées, heu dans les années 80 ou un petit peu avant. Donc Sanko n'a pas pu, écrire, tout de suite. Néanmoins, il a écrit, quelques petites pièces, de théâtre, très influencées du stalinisme, notamment Soledad. On peut dire que son premier ouvrage, c'est Grand Voyage, qu'il a écrit encore une fois en français, en Espagne, qui a reçu un prix, le prix Formentor, où, il y a eu un certain nombre de traductions, dans d'autres langues de cet ouvrage et la petite histoire, eh bien, la traduction espagnole est venue avec, en fin de compte, un livre de feuilles blanches, puisqu'il n'y avait pas de traduction, ce qui était tout un symbole aussi pour lui. Donc, le début de son récit, de ses romans, puisque Simco n'était pas un historien. Il indique bien qu'en fin de compte, c'est par le roman qui peut témoigner, soit, je dirais directement par rapport à ces 4 ouvrages qui évoquent la déportation, hein. Il y a Le Grand Voyage, il y a Quel bon dimanche, il y a L'écriture ou la vie, qui est vraiment fondamental. Je dirais s'il y a un livre fondamental autour de Saint-Prune, c'est bien celui-ci, ainsi qu'à De Vive Clarté. Le quatrième étant Le mort qu'il faut. Donc on voit aussi l'évolution de son écriture, mais il n'a pas parlé que de ceci, où il en parle de façon assez insidieuse. Par exemple, quand on lit son roman La Montagne Blanche, eh bien, un moment, tout de suite, ce sont des déportés, des anciens déportés, et tout de suite, il y a l'odeur, il y a l'odeur du four, et puis il y a des souvenirs de la voix de Sarah Leander. Voilà, donc souvent, on retrouve de toute façon l'aspect biographique de Saint-Proun. Il y a l'aspect aussi espagnol, hein, bien évidemment. Alors, il a écrit la plupart de ses ouvrages en français, il en a écrit en espagnol, à commencer par l'autobiographie de Federico Sanchez, qui parle justement de son engagement au Parti communiste et de son exclusion. Il a écrit après après avoir quitté le gouvernement espagnol, eh bien, Federico Sanchez vous salue bien, qui est un ouvrage très intéressant sur son expérience de ministre. Donc, ces ouvrages sont aussi traduits en français, mais je pense que c'est plus intéressant de les lire en espagnol. Et le troisième ouvrage, c'est 20 ans et un jour, qui était la peine qui était infligée par les franquistes. Donc voilà, l'écriture de Sam Proun pendant toute sa vie. À De Vive Clarté, j'en ai déjà parlé, qui est aussi un livre fondamental pour la connaissance de sa jeunesse, de l'arrivée à Paris, du fait que cette histoire autour de la boulangère de Boulevard Saint-Michel, qui se moque de son accent des Espagnols, de l'armée espagnole en déroute, qui était quand même l'armée légitime, puisque rappelons que Franco était un séditieux. La légitimité était au niveau de la République espagnole. Donc voilà tous ces ouvrages, mais c'est vrai que l'œuvre de Sam Proun ne sont pas uniquement que ces ouvrages, c'est aussi les films Mmh. auxquels il a participé, à commencer par La guerre est finie de René, par rapport aux 3 films qu'il a fait avec son ami Costa Gavras. Alors, 3 films, beaucoup de personnes me disent: «Non, mais c'est 2». C'est vrai que souvent on parle de Z, de l'aveu. Il ne faut jamais oublier le troisième qui est Section spéciale. Il a fait aussi d'autres films avec Granier de fer, avec Alexandre Arcadi. Il a réalisé lui-même un seul film qui est Les Deux mémoires, sorti dans les années 70, les deux mémoires autour de la mémoire républicaine espagnole, mais aussi la mémoire franquiste, où il interroge un certain nombre de personnes. Donc, je dirais, quand on voit toute cette
vie de Semprún, avec toutes les références, notamment littéraires qu'il met dans ses ouvrages, j'aime à dire, et je pense qu'il ne m'en voudra pas, que Bernard Pivot n'en voudra pas, bien au contraire, que Semprún était un bouillon de culture. Mmh. Quelqu'un qui était passionné par la culture de façon générale. On a parlé de l'écriture, du cinéma, mais aussi de l'art de façon générale. C'est vrai que quand il était clandestin en Espagne, eh bien, il allait notamment au Prado pour ses rendez-vous, mais aussi, c'est vrai, quand il était jeune, il allait aussi au Prado pour voir les tableaux de Patinir et autres. Et c'est vrai que c'est tout ceci qui était Semprún, c'était une personnalité diverse et aussi attachante. Et je pense que c'est aussi notamment pour cela qu'on a créé l'association après sa disparition. Mmh. On va en parler justement de l'association, mais avant, je voudrais juste te poser une autre question sur, un élément de l'approche, de la vision, si l'on veut, de Semprún. Hier, pour préparer l'entretien d'aujourd'hui avec toi, je regardais quelques documentaires, des interviews, j'ai fait, voilà, ma petite recherche sur internet, et j'ai trouvé une interview de Semprún, hem, où le journaliste l'interrogeait sur, une certaine, nuance de pessimisme que le journaliste, disait, avoir, aperçue, voilà, dans certaines œuvres et cetera. Et lui, alors, il niait absolument pas. Il n'y a non, non, jamais. Et vraiment, il était catégorique. Il disait jamais, il parlait, vraiment de l'homme du point de vue philosophique. Alors avec tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a vécu, ça pourrait être la moindre des choses que d'avoir une vision pessimiste de l'homme et de la tendance, au mal et cetera. Alors qu'il était catégorique et il disait: «Non, pas de pessimisme du tout. J'ai vu, des choses horribles, mais dans ce contexte-là même, j'ai vu le bien. J'ai vu le côté le meilleur de l'homme et de l'humanité». Alors je voulais avoir ton avis sur ce point justement. Alors c'est vrai que quand on lit un certain ouvrage, notamment «L'évanouissement», on peut dire qu'il y a un côté pessimiste. On peut dire que quand on lit autour de son essai Une tombe au creux des nuages, quand il parle de la mémoire, que lorsqu'il n'y aura plus de survivants, eh bien, certes, il y aura les recherches des historiens, mais quelque chose qui ne sera plus transmissible, eh bien, c'est le silence des oiseaux, ce sont les odeurs des fours, donc c'est tout ce qui est dans l'essence. Mais néanmoins, je crois que comme pour beaucoup de déportés, la notion de vie, de survie est importante. C'est-à-dire, quand on a subi ce genre de traumatisme, quand on sort après 1945, comme d'autres traumatismes, hein, eh bien, il y a des personnes qui ont du mal à vivre et malheureusement, elles se suicident, elles disparaissent parce que la survie est impossible. Et puis pour les autres personnes, je crois qu'il y a une volonté personnelle on appelle ça la résilience aussi, c'est de rebondir. Et c'est vrai, dans ces ouvrages, il y a aussi, je partage tout à fait ce qu'il disait, ce côté totalement optimiste, de vouloir avancer, de croire en l'homme. Mmh. Je Mmh. crois que si un terme l'un des termes appropriés à Semprún, c'est l'humanisme. L'humanisme et la volonté de faire le bien. C'est quelqu'un qui a dit que l'Europe était l'engagement de toute sa vie. Du serment de Buchenwald jusqu'à la fin de sa vie, il était toujours intéressé par cette approche interculturelle, cette approche aussi de la transmission de la mémoire. Je crois que personnellement, par exemple, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi toutes ces cérémonies, par exemple la Journée nationale de la déportation, le 8 mai, en novembre en France, euh, il y a une phrase qui est dite par Diego Mora, Yves Montand dans La guerre est finie, qui est «Les anciens combattants emmerdent». Quelle est la part de Semprún derrière? Elle est importante. Je pense que quand on va dans ce genre de cérémonie, la question, c'est pas uniquement euh, s'apitoyer sur l'histoire, au contraire, c'est de se dire, par rapport à ces faits historiques que l'on connaît, le travail de mémoire, il y a la transmission de la mémoire au niveau des jeunes générations et partager les choses. C'est quelqu'un qui, Semprún,
adorait aller à la rencontre de ses lecteurs, et pas que de ses lecteurs, mais aussi des jeunes. C'est quelqu'un qui aimait justement transmettre cette mémoire et cette volonté de vivre et de suivre. Ce n'est pas pour rien que, comme j'ai dit tout à l'heure, il voulait écrire sur son expérience des camps. Il n'a pas pu, il a préféré vivre plutôt qu'écrire. Et l'écriture ou la vie est venue au début des années 90, après la première fois où il est allé, il est retourné à Buchenwald, où il a trouvé sa fiche. Et je pense que, sous réserve, j'ai la chance de ne pas avoir subi de ce genre de trauma ou d'autres traumas qui peuvent avoir lieu depuis, je pense notamment aux attentats du 13 novembre à Paris. Eh bien, pour les personnes, je pense qu'il y a dans la résilience une volonté de se dire j'en suis sorti et il faut voir les choses positives. La fameuse chanson d'Armstrong, hein, It's a Beautiful World, même si ce n'est pas toujours facile, notamment depuis un an en Europe, ce n'est pas forcément facile avec la guerre en Ukraine. Je pense que Sam Proon, dont je pense que la parole nous manque, eh bien, aurait eu des mots très, très durs, mais très percutant aussi par rapport à ce qui se passe, parce que c'est quelqu'un qui avait été choqué par la guerre en ex-Yougoslavie. D'ailleurs, il avait présidé le centre André Malraux de Sarajevo, et pour lui, c'était choquant de voir, notamment Srebrenica, voir que les choses n'étaient pas finies. D'ailleurs, parmi les œuvres peu connues mais qui sont formidables, il y a Le Retour de Caroline Air qui a été créé au Belvédère en juillet 1995, si je me souviens bien. Mmh. Laurent, parlons maintenant un peu de l'association dont tu es le président, justement. Alors, tu veux nous raconter un peu, quand elle est née et surtout quelle est sa mission? Tu en as un Alors, peu, parlé tout à l'heure, mais voilà, je voudrais bien approfondir. quand on me pose cette question, je commence toujours de la façon suivante. Je n'ai jamais rencontré Sam Proon. Je ne suis pas un élève, je ne suis pas un proche. Voilà, pour que les choses soient claires. Donc, pour moi, l'amitié samproonienne, c'est l'amitié morale, l'amitié philosophique, l'amitié par rapport à des œuvres. Donc, je pense que c'est toujours important tout de suite de lever ce qui pourrait être un doute, et ce serait malhonnête de ma part de dire Sam Proon, je lui rends. C'est faux. Alors, malheureusement, régulièrement, il y a des personnalités qui décèdent, et ce n'est pas pour ça qu'on va créer une association mémorielle. Et c'est vrai que quand il est décédé, ça m'a marqué parce que j'avais lu un certain nombre de ses ouvrages. Je me souviens quand j'étais très jeune, mes parents avaient le 33 tours de Z avec la lettre Z, et on voit le montant allongé. Donc c'est vrai que c'est des choses qui m'avaient marqué. C'est une personnalité qui m'avait marqué par rapport aux vidéos que j'avais pu voir. Et puis, quand j'ai su qu'il allait être enterré à Gare-Entreville, dont j'habite Melun, donc en Seine-et-Marne, c'est un échange avec une amie qui était à l'époque conseillère régionale, Rosine Sarkisian. Je lui ai dit, mais cette maison de campagne qu'à Saint-Proun, est-ce qu'on ne peut pas en faire une maison d'écrivain comme il y a en Ile-de-France, notamment en Seine-et-Marne, avec la maison de Mallarmé à Villaines-sur-Seine? Il m'a répondu que c'était un peu compliqué. C'était une maison, en plus, qui n'était pas une maison familiale, une maison de campagne qu'il avait achetée de mémoire au début des années 80. Donc, une maison qui depuis a été vendue, donc c'était compliqué, c'était impossible de faire les choses. Et puis je me suis dit, mais justement par rapport au parcours de Sam Proon, par rapport à tout ce qu'elle a pu faire, c'est une personnalité pour laquelle il fallait aller au-delà des hommages ponctuels et importants qui ont pu avoir depuis 12 ans, qui auront encore lieu encore une fois, de nouveau. Mais je pense qu'il fallait avoir quelque chose de pérenne, parce qu'en définitive, je me suis rendu compte, et je vais citer un ouvrage qui est sorti il y a 2 ans de Patrick Rothman, qui est Ivo et Jorge, Patrick Rothman écrit ceci en page 26. L'extraordinaire coïncidence topographique ne peut arriver qu'à un homme aussi féru de concordance de temps, toujours en quête de ces fils invisibles que tracent dans le paysage mouvant de la mémoire les lieux, les dates, les hommes. Toute l'œuvre de Jorge Sam Proon est imprégnée de ces hasards qu'il déniche dans l'agenda enfoui de ses souvenirs et qu'il relie entre eux avec la maestria d'un magicien. Si je dis ceci, c'est qu'en fin de compte, je pense que chacun, toi aussi, tout ou partie peut se raccrocher à Sam Proon par rapport à l'attachement littéraire, à l'attachement cinématographique, par rapport à son parcours. L'exil,
que ce soit l'exil espagnol, mais d'autres exils. Euh, L'engagement dans la résistance, le traumatisme, les traumatismes. Nous avons eu notre assemblée générale de cette année de l'association avec en invité Denis Piechanski qui nous a parlé du travail qu'il fait autour de la mémoire, du travail de mémoire, de la mémoire des victimes du 13 novembre 2015. C'est très intéressant. Donc je pense qu'il y a ce rattachement. Et puis l'engagement politique, avec son évolution, l'engagement européen. Donc, je dirais, la vie de Semprún est à l'image du XXe et du début du XXIe siècle. Et je pense que c'est, au fond de moi, il y avait cette volonté justement de montrer cette personnalité attachante, multiple, à laquelle, personnellement, on peut se raccrocher. J'ai appris par hasard, en faisant une recherche, quand je préparais le premier hommage à la mémoire des Semprún en juin 2012, qu'un cousin de mon grand-père paternel était mort en 1937. Il était dans les brigades internationales, chose que je n'ai jamais su. Donc, c'est plein de petites choses auxquelles on peut se raccrocher. Il faut savoir, par exemple, qu'en France, il y a un quart de la population est d'origine étrangère. Donc, la question de l'exil espagnol, mais comme l'exil portugais, italien, polonais et tout, eh bien, on peut se raccrocher. C'est vrai que quand on voit des ouvrages qui existent autour de la recherche, justement, de personnes disparues, et notamment, je pense à celui formidable de notre amie commune, Maria Josefa Villa, Chagrin d'Espagne, on est vraiment dans cette approche entremienne. D'ailleurs, quand j'avais lu cet ouvrage qui m'a passionné, et on en avait parlé ensemble, il y a des choses qui me rappellent Semprún. Donc, je crois que c'est quelqu'un de pivot, de central, justement, par rapport à la question de l'histoire du XXe siècle et la question mémorielle qui est importante chez Semprún. Moi, je suis absolument convaincue de l'importance de la transmission de la mémoire. Je pense que ce travail est absolument fondamental, qu'il est nécessaire, et j'ai envie de dire peut-être à plus forte raison maintenant, je veux dire, avec certains développements de l'histoire récente en Europe et pas que. J'imagine que tu partages cette opinion, sinon tu ferais pas ce que tu fais. Et puis je te connais un petit peu, donc voilà, j'imagine que c'est comme ça. Mais est-ce que tu penses que l'impact de ce travail-là est réel? Je m'explique. Enfin, je veux dire, est-ce que tu penses que vraiment pour les plus jeunes, le fait d'être mis face à ces témoignages et à ces connaissances historiques fait vraiment la différence pour de vrai, concrètement, dans leur formation, dans leur prise de conscience, dans le fait précisément qu'ils soient conscients de certaines choses et donc que cette prise de conscience se transforme en action, un refus de certaines choses ou pas? C'est toujours compliqué et on a des témoignages d'enseignants qui montrent la difficulté d'enseigner la Shoah. Alors encore une fois, Semprún rappelait bien que lui, d'ailleurs, il écrit dès le Grand Voyage, il écrit « Je suis dans ce train parce que j'ai fait en sorte d'être dans ce train ». Il a été déporté parce qu'il a été résistant. Il n'a pas été déporté parce qu'il était juif. Les enfants qui ont été notamment raflés à la rafle du Veldiv, qui tous ont été après déportés à Auschwitz, qui ont été assassinés à leur arrivée. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ceci? Donc, c'est vrai que la dimension de l'enseignement de l'éducation nationale est importante. Je pense que il faut profiter encore de la présence des derniers témoins. Je pense notamment à Ginette Kolinka, on parlait tout à l'heure de Semprún, qui était quelqu'un de positif. Quand on lit les ouvrages de Ginette Kolinka, quand j'ai eu la chance de la croiser, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire. Alors qu'elle a vécu, elle a subi, elle a vu des choses terribles. Donc, il y a cette rencontre avec les témoins. Il y a aussi, quand il s'agit d'aller visiter, est-ce qu'on peut parler de visiter ou de se rendre sur un lieu de mémoire, et il y en a en France, puisqu'il y avait un camp de concentration en France qui s'appelle le Sethof, eh bien,
c'est un travail aussi pédagogique qui est, il ne s'agit pas d'envoyer les jeunes directement sur ces lieux, il s'agit de préparer les choses. Et, et je pense que quand on est sur les lieux, en rappelant aussi il faut respecter les lieux. Il ne s'agit pas non plus de faire, comme on a pu voir encore récemment, des selfies à Auschwitz, en respectant les lieux, de voir, de voir les choses. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion, je suis allé une seule fois à Auschwitz, j'étais au lycée, c'était en novembre 87. Le fait de voir ce site que j'avais vu dans des reportages et tout, personnellement, ça m'a choqué. Je me souviens que personne au niveau, j'étais en première, personne au niveau de mes camarades ou de terminale n'avait pris des photos. On a commencé à se parler lors du repas quand on a quitté le site au bout d'une demi-heure ou une heure. Ce sont des choses qui me marquent. Je dirais, c'était en 87, j'ai l'impression que c'est hier et c'est quelque chose qui marque. Mais je pense que dans la conscience collective, eh bien, il s'agit, par rapport à ces faits historiques, eh bien, non pas de vivre dans le passé, mais d'en avoir conscience pour notre présent, mais aussi pour notre avenir, sans non plus ressasser toujours les choses, mais d'avoir toujours, à des moments ou à un autre, la vigilance. L'ouvrage de Pavlov, Matin brun, est, je crois, quelque chose qui devrait être distribué dans tous les établissements scolaires. Parce que, par rapport à cette nouvelle qui se lit très rapidement, il parle de choses fondamentales. Comment petit à petit on exclut un chat et puis on exclut les gens et on va jusqu'à exclure voilà, le propriétaire du chat et tout. Voilà les choses. Donc, il y a différentes approches. Il ne s'agit pas non plus de heurter les jeunes, mais c'est tout simplement enseigner l'histoire, ce que font les enseignants de cours d'histoire et de géographie, mais aussi d'éducation civique, mais aussi de littérature, encore une fois, parce que c'est vrai que les témoignages, bientôt on n'aura plus de témoignages, et resteront les témoignages écrits, les romans de Saint-Paul, mais aussi les romans des petits-enfants, je pense notamment à l'origine de la violence de Fabrice Imbert, ou d'autres qui sont, encore une fois, des romans où il y a une recherche d'où je viens, en fin de compte, qui est une question importante. Et étant libraire à Paris, j'ai constaté le nombre d'ouvrages qui, d'une manière ou d'une autre, vont toucher à la question mémorielle, au sens charge du terme. Bien évidemment, encore une fois, au sens charge du terme. Est-ce qu'il y a quelque chose, Laurent, de méconnu sur Jorge Semprún? Je ne sais pas, quelque chose de sa vie, une anecdote, quelque chose que tu as envie de partager? Méconnu, je ne sais pas trop. Néanmoins, à quelques semaines après une Coupe du monde de football, je rappellerai que c'était quelqu'un qui était féru de football. Il disait même que OK. quand il y avait des rencontres entre la France et l'Espagne, il était toujours du côté du vainqueur. Et c'est une passion qu'il partageait avec son ami Bernard Pivot, et qui est venu tout simplement lorsqu'il était clandestin en Espagne, parce que quand il allait à Madrid, je disais tout à l'heure qu'il allait donner des rendez-vous dans les musées, mais pour prendre un peu la température de la population, il allait où? Il allait dans les bars. Et quand on arrive dans un bar à Madrid, qu'on est clandestin, dirigeant clandestin du PCE, si on arrive uniquement pour prendre un café ou une sangria, bon, les gens commencent à nous regarder un petit peu de travers en disant qui est celui-ci? Et de quoi on parlait dans les bars? Eh bien, c'était des résultats du Real de Madrid. Et forcément, il s'est intéressé au football, et c'est comme ça que voilà, il adorait suivre les matchs de football. Et je crois qu'après sa disparition, Bernard Pivot a eu l'occasion de dire ou d'écrire que ça lui manquait de ces appels avec Semprún après des matchs de football. Donc, je pense que c'est bien aussi de montrer que Semprún, c'était quelqu'un de sérieux, le roman et tout, mais aussi le côté populaire, l'amoureux du football, l'amoureux en fin de compte, encore une fois, de la vie, où il s'intéressait encore une fois par rapport à son engagement clandestin, mais ça a été vraiment une passion énorme qui l'a accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que tu as un livre préféré de Semprún ou c'est difficile? Livre préféré de Semprún, je dirais, parce ils ont été écrits dans une période importante par rapport au travail de mémoire de façon générale.
C'est dans les années 90, qui est pour moi une période phare dans la vie de Sainte Prune. C'est à la fois l'écriture ou la vie et à de vive clarté. Je crois on a l'essentiel, avec toutes les réserves, et on me dira que oui, mais il n'y a pas de telle chose. Il y a l'essentiel de ce qu'il était dans ces deux ouvrages. Mais c'est vrai que j'invite à lire tous ces ouvrages. Pour moi, il n'y a pas d'ouvrage moindre dans ce qu'il a pu écrire. Peut-être Les Sandales, une petite nouvelle, pas forcément très intéressante, mais néanmoins, il y a des choses intéressantes à lire dans Les Sandales. Mais c'est vrai que, je parlais là, c'est des romans d'expérience, mais La Montagne Blanche est un ouvrage fabuleux que j'invite à lire. La Seconde mort de Ramon Mercader, qui n'est pas facile à lire, et néanmoins quelque chose, un ouvrage où, voilà, c'est l'écriture. Je dirais, ce que j'aime, c'est Sam Proun, c'est l'amour de la langue française. Il disait, ma patrie est le langage. Et c'est vrai que c'était une écriture recherchée, quelqu'un qui a appris le français avec Baudelaire, avec Gide et d'autres. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, je trouve, de passionnant. Avec ses ouvrages qui sont traduits dans nombre de langues. Et j'aurais cette fois-ci une anecdote, puisqu'il y a quelques années, on avait été contacté par un traducteur coréen qui voulait nous poser des questions. Il était chargé de traduire À de vive clarté en coréen, qui est sorti en 2017. Et il nous avait envoyé un certain nombre de questions, et ça nous a permis, et moi le premier, de me replonger vraiment au fond de l'écriture d'À de vive clarté, et avec des questions qui, pour nous, pour toi comme pour moi qui sommes européens, sont évidentes au niveau histoire. Et pour un cohérent, c'était surprenant. Jusqu'à, j'ai une anecdote, toi qui pratique l'espagnol fréquemment, eh bien, dans À de vive clarté, il y a une phrase, alors je ne sais plus laquelle, je ne sais plus si elle est interrogative ou exclamative en espagnol, et sa question c'est: quel est ce symbole au début? Pour toi comme pour moi, je dirais, on lit, bon, c'est évident, donc ça a permis de prendre du recul. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir à mon domicile et puis au fond documentaire de notre association À de vive clarté en coréen. Je ne lis pas le coréen, mais on voit que c'est une personnalité aussi qui traverse les frontières françaises, espagnoles, allemandes, bien évidemment. Rappelons que sa deuxième langue vivante, c'était pas le français, c'était l'allemand. C'était l'espagnol, puis après l'allemand, après est venu le français, le néerlandais. Je crois de mémoire, c'est quelqu'un qui maîtrisait cette langue. Donc c'est quelqu'un qui, encore une fois, féru de culture, féru de. J'imagine, lui qui a été ministre de la Culture, où il a présidé de fait le Conseil des ministres de la Culture lors de la première présidence espagnole du Conseil des communautés européennes en 1989. Le ministre de la Culture qui a suivi, c'était le ministre de la Culture français, un certain Jack Lang, et la ministre de la Culture qui lui a précédé, c'était la ministre de la Culture grecque, une certaine Mélina Mercouri. Donc, on peut imaginer les réunions des ministres de la Culture européens entre Mercouri, Lang, Sampoun et les autres. Donc, c'est vrai que bon, pour revenir à ta question, pour moi, les deux ouvrages phares, c'est vraiment L'écriture ou la vie et À de vive clarté, sans oublier les autres. Et les autres, voilà, et les autres. Écoute, et si tu devais recommander une première lecture à quelqu'un qui vraiment n'a jamais lu Semprún, ça serait quoi? L'un des deux que tu viens de citer? Entre les deux, peut-être À de vive clarté. Oui. Oui, surtout parce que c'est le récit Peut-être, vraiment de voilà, la formation, de voilà. l'adolescence, oui. Peut-être la découverte de la langue française, mais c'est difficile de choisir. Quand on choisit, la première à le constater, c'est forcément éliminer plein de choses. Mais c'est pour ça que je dis À de vive clarté, d'ailleurs, qui se termine par trois petits points. Donc peut-être que c'est celui-ci, parce que c'est À de vive clarté avec les trois petits points qui suivent. Laurent, je te remercie beaucoup pour Merci cet Manuela. entretien. Ça a été un vrai plaisir. Et puis voilà, tu es tellement passionné. Donc c'est magnifique de t'entendre parler
cet auteur. Merci d'ailleurs pour tout le travail que tu fais, spécialement cette année qui est si symbolique donc, pour cet auteur. Avant de se quitter, je voudrais te demander si tu as envie de partager, je sais pas, des infos pour rediriger ceux et celles qui nous écoutent vers, par exemple, les réseaux de l'association pour qu'ils puissent suivre vos activités, avoir des infos, voire vous contacter. Eh bien, on a une page Facebook, les Amis de Jorge Samprun. Il suffit juste de s'inscrire, demander de s'inscrire parce que je sais que parfois avec les réseaux sociaux, il y a de l'entrisme qui est fait. Donc, il faut quand même faire attention. Donc, par le réseau Facebook et puis prendre contact avec moi-même ou les membres du conseil d'administration pour suivre l'actualité. C'est vrai qu'on a une actualité cette année assez chargée qui a commencé un petit peu avant 2023, c'était le 9 décembre dernier à Melun, avec la projection de Z en présence de Costa Gavras, qui nous a fait l'amabilité et la gentillesse et l'amitié d'être présent avec un moment émouvant. C'est une vidéo qui a été prise lors de cette rencontre qui est disponible sur la chaîne YouTube de l'Association des Amis de Jorge Samprun. On va avoir d'autres activités, hein, l'hommage annuel au mois de juin, on va voir plein d'autres choses. Et puis, sûrement qu'il y a aussi d'autres activités venant d'autres structures que l'association, et c'est tant mieux. Et dernière chose, pour les personnes qui adorent écrire, qui adorent envoyer des lettres, qui adorent partager l'écriture, l'art de l'écriture, eh bien, la Poste française, sur notre proposition, va sortir normalement au mois de novembre un timbre hommage à Jorge Samprun. Donc, ce sera l'occasion eh bien, de prendre un timbre en hommage à Samprun pour envoyer la plus belle lettre aux personnes qui vous sont chères. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.